Bonjour Bruno Cotresse. Bonjour. Vous êtes politologue, chercheur à Sciences Po. Est-ce que cette campagne très étalée intéresse encore les électeurs ? Pas vraiment, on n'a pas vu de campagne du deuxième tour. On se rappelle à peine même qu'il y a des élections municipales qui ont lieu dimanche prochain, le 28 juin. C'est vrai que 3 mois et demi entre le premier tour et le deuxième tour, il y avait de quoi tuer l'intérêt pour cette campagne. Et puis par ailleurs, cette campagne, elle est quand même toujours extrêmement dominée par le climat, à la fois la sortie du confinement, les conséquences économiques, sociales. Et autant on a vu les maires en première ligne pendant toute la crise du confinement, notamment sur la distribution des masques. On les a vus beaucoup sur le devant de la scène pendant la crise. Et puis curieusement, on voit que les Français aujourd'hui s'apprennent sans aucun doute à avoir pas mal d'abstention. On avait déjà vu un record d'abstention au premier tour. Rappelons quand même que l'abstention était largement majoritaire, 55% en hausse de près de 20 points par rapport au municipal de 2014. On va avoir sans doute beaucoup plus d'abstention encore au deuxième tour, peut-être pas partout, peut-être que dans des villes où le résultat semble un peu incertain, les électeurs vont se mobiliser, mais globalement, on ne va pas vers une très très forte participation. Alors on va parler de ces maires justement qui étaient dans l'entre-deux-tours et qui effectivement attendaient ce second tour, ceux qui étaient sortants. Chaque élection intermédiaire en France, c'est-à-dire entre deux présidentielles, tourne souvent au test électoral pour le parti du président. Est-ce que ça risque d'être le cas encore cette fois, ou est-ce que les élections locales finalement sont déconnectées de tout enjeu national? Il y aura les deux qui seront présents. Le premier tour a largement reflété la coexistence de ces deux logiques. On a vu la première logique caractéristique des élections municipales. Les équipes en place, les maires sortants bénéficient d'une sorte, on va dire, de bonus, de primes. Les électeurs les connaissent, ils ont eu l'occasion de voir les réalisations du maire. Et on a fréquemment aux élections municipales que des électeurs vont voter pour un candidat dont l'étiquette n'est pas leur étiquette politique préféré, parce qu'il trouve que c'est un bon maire, il n'a pas trop augmenté les impôts locaux, il a fait des réalisations concrètes, mais il y avait aussi en toile de fond de ce premier tour des élections municipales à la fois la crainte de l'épidémie déjà, mais aussi sans aucun doute, un peu une logique, peut-être pas de vote sanction contre Emmanuel Macron, mais clairement pas du tout un vote de soutien au candidat de la République en marche. Donc le premier tour nous a déjà dit très largement l'histoire de ces élections municipales de 2020. Le deuxième tour va assez largement confirmer. L'un des enjeux de ces municipales concerne la vie en banlieue. Elle s'est dégradée avec cette crise sanitaire. Illustration à la Courneuve, près de Paris. Sur place, l'ONG du Secours Populaire a vu augmenter de 40% le nombre de personnes qui bénéficient de l'aide alimentaire. On en parle juste après. C'est un reportage TV5 Monde de Jean-Luc Eguezier, Clément Aline et Christophe Arnois. Dès le petit matin, les premiers bénéficiaires sont là. L'unité de mesure ici est le caddie. Bonjour. Il arrive vide et repartira plein ou presque. 2 fois par semaine, le Secours Populaire de la Courneuve ouvre ses portes pour distribuer de l'aide alimentaire. Merci. Au nord de Paris, la Courneuve est une ville ouvrière, une ville paupérisée même, avec 27% de chômeurs en 2019, avant la crise qui commence. Depuis, les distributions de nourriture par des associations comme le Secours Populaire sont devenues plus que jamais indispensables. Énormément de gens aujourd'hui n'ont aucune ressource financière. Donc malheureusement, il faut quand même qu'ils continuent à manger. Michel Chatron gère une équipe de 45 bénévoles qui se relaient pour récupérer et distribuer cette aide pour près de 300 familles enregistrées. Leur nombre est monté jusqu'à 400 pendant le confinement. Toute l'équipe a dû affronter un surcroît d'activité avec l'épidémie de Covid-19 qui a mis à l'arrêt beaucoup de travailleurs précaires. Tout le monde, ils ont besoin de manger. Il y en a qui m'appellent au téléphone. Nabila, s'il te plaît, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous aider? On n'a pas à manger. Il y a mes enfants, je ne peux pas sortir. Il y en a qui ont le corona aussi, ils ne peuvent pas sortir. On est obligé de le ramener, de le livrer chez eux. Avec sa cité des 4000, la Courneuve a symbolisé longtemps la banlieue du béton et du mal logement. Pourtant, les 4000 ont été largement rénovés. Mais la mairie déplore encore un recul des services publics, un manque de soutien de l'État. Noélie Oumbeji témoigne que l'adresse peut être discriminante pour les chercheurs d'emploi. Pourtant, comme elle, beaucoup gardent la tête haute. Nous, en tant que parents, parce que comme nous-mêmes, nous sommes dans la pauvreté, et quand les parents baissent les bras, les enfants aussi observent le découragement de leurs parents et ils suivent. Donc, beaucoup se lèvent, se battent. En se battant, ça permet aux enfants de dire « j'ai vu ma mère comme ça, je vais faire, je vais avancer ». À côté de son point de distribution, l'association vend vêtements, cosmétiques, vaisselle, toutes sortes d'objets pour quelques euros ou moins. Car la nourriture ne fait pas tout, un peu de beauté permet aussi d'avancer.
Une petite douce pour son petit chéri. Merci beaucoup. Et puis on voit des produits. Alors Bruno Cottresse, je reviens vers vous. Sans présumer des résultats, est-ce que cette période de crise sanitaire ne risque pas d'aboutir à une tendance, à une prime aux sortants ? Oui, on verra sans doute cette fameuse prime aux sortants. En tout cas, elle peut jouer pour les maires qui ont vraiment assuré pendant la période de crise, ceux qui ont vraiment donné le sentiment à leurs citoyens, à leurs habitants, qu'ils avaient été aux côtés d'eux, qu'ils avaient été à côté d'eux dans les difficultés, qu'ils avaient répondu à l'ensemble des enjeux. Il n'y avait pas que la distribution des masques, même si c'était déjà très important. Beaucoup de Français ont vu leurs premiers masques arriver par les collectivités locales, c'est vrai, pas seulement les mairies, mais aussi les régions. Et puis il y avait aussi les enjeux, effectivement, votre reportage l'illustre parfaitement, du soutien à ceux qui sont en difficulté, de l'accompagnement des familles avec des jeunes qui se sont retrouvés d'un seul coup sans boulot, avec les jobs d'été sur lesquels ils comptaient, qui ne sont plus là. Il y a beaucoup d'enjeux qui vont se poser, il y a beaucoup de difficultés. Et sans aucun doute que les mois de septembre jusqu'à décembre vont être des mois qui sont très difficiles. C'est là où, normalement, beaucoup de jeunes qui sortent des formations, des études, veulent trouver le premier boulot. Donc il y aura là toute une très grosse problématique. Et il va falloir avoir bien en tête que notre pays est un pays qui a aussi beaucoup de tensions et de fractures sociales et d'inégalités dont il faut s'occuper. Arrêtons-nous maintenant sur la bataille de Paris. 3 femmes s'affrontent. Anne Hidalgo, la maire sortante pour le PS, alliée aux écologistes. Rachida Dati, maire du 7e arrondissement pour le Parti Les Républicains. Et Agnès Buzyn, la candidate de l'AREM, le parti présidentiel. 3 femmes, mais quel est l'enjeu de cette bataille? Qu'est-ce que ça signifie politiquement de gagner Paris? C'est très important parce que d'abord c'est évidemment la capitale. Détenir le poste de maire de la capitale du pays, c'est toujours très important dans tous les pays. Ça donne un statut un peu particulier. Tout le monde en ligne de mire, on va dire Jacques Chirac qui avait utilisé ses fonctions comme un tremplin, bien sûr. Ça représente aussi beaucoup au plan symbolique cette élection en 2020. Parce que Dieu sait qu'Anne Hidalgo a subi le feu des critiques pendant de très nombreux mois, pendant, on va dire, toute cette période des travaux à Paris, où tout le monde disait elle peut pas gagner avec tant de tensions sur les transports, sur les travaux, etc. Puis on a vu finalement une très forte capacité de la maire sortante, à la fois à tisser une alliance avec les écologistes. C'était pas totalement gagné d'avance, même s'ils avaient gouverné ensemble. Et puis on a vu les grandes difficultés quand même de la candidate de la République En Marche. Je mets Rachida Dati de côté parce qu'elle a réussi déjà son élection municipale. Seule maire d'arrondissement réélue au premier tour, un peu plus de 50%. Elle s'est imposée au sein de la droite parisienne. C'était pas gagné non plus pour elle, mais c'est surtout l'échec pour le moment d'Agnès Buzyn qui apparaît comme un des marqueurs de ces élections municipales de 2020 à Paris. On reste justement sur l'AREM, la République En Marche, le parti présidentiel. Il y a cette tendance qu'on trouve aussi à Lyon, à Strasbourg et à Bordeaux, cette tendance de l'AREM à s'allier finalement à la droite. Alors c'est un peu une nouvelle gifle pour l'aile gauche du parti présidentiel. Est-ce qu'à la longue, ce parti droite-gauche ne risque pas l'implosion? C'est ça qui est vraiment intéressant dans ces élections municipales. Pourtant, peu de Français vont voter aux élections municipales, alors même qu'elles ont 2 enjeux politiques très importants. Est-ce qu'on va progressivement vers une sorte de République En Marche qui s'affirme comme un parti de centre-droit, une sorte de nouveau parti presque néo-giscardien, d'une certaine manière. Et puis à gauche, on voit aussi qu'il y a un ressourcement de l'alliance entre les écologistes, les socialistes, un peu de France Insoumise. Donc est-ce qu'on est en train de voir à travers ces municipales la résurgence du clivage gauche-droite? Bruno Cottresse, politologue, chercheur à Sciences Po, merci d'être passé par le journal de TV5 Monde.